Bonjour, bonjour à toutes. Je regarde toujours, Guillaume, s'il y a quelques hommes. Et oui, il y en a quelques-uns. Alors merci, messieurs, d'être là, parce que c'est important pour nous. C'est ensemble qu'on pourra accélérer la mixité dans nos économies et dans nos sociétés. Je suis ravie d'être ici. Nous, à la tribune, on est là pas par hasard, parce qu'on est engagés sur le territoire de l'égalité économique entre les femmes et les hommes depuis très longtemps. Et on a créé le mouvement Women for Future pour justement accélérer l'entrepreneuriat au féminin. Pour vous, mesdames qui êtes ici, qui avez envie de créer votre entreprise et qui n'osez pas encore le faire, vous donner le goût de booster vos projets. Et puis, évidemment, en tant que média, notre rôle, c'est de rendre visibles les femmes qui œuvrent dans nos économies et dans nos sociétés. On va démarrer avec la Caisse d'épargne, parce que voilà, on collabore avec la Caisse d'épargne sur ce sujet, et on le redisait encore aujourd'hui, moi je tire mon chapeau à tous les gens de la Caisse d'épargne qui encouragent justement l'entrepreneuriat en général et qui n'ont pas peur de soutenir les femmes qui entreprennent. Donc je vais donner la parole à Madame Astrid Boss, qui est vice-présidente du Conseil d'orientation et de la surveillance de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui va nous accueillir, bien sûr, et qui va vous raconter aussi son parcours étonnant et qui vous donnera peut-être envie, justement, de suivre ce modèle. À vous, Astrid. Merci, Valérie. Vous remerciez, Valérie, déjà d'être présente aujourd'hui pour ce magnifique projet. Vous saluez tous, vous remerciez d'être présents. Alors, on s'est partagé avec Christine. Je ne vais pas forcément vous parler que de la Caisse d'épargne. En tout cas, on m'a demandé de vous parler de mon parcours. Alors, mon parcours, c'est après des études assez moyennes de comptabilité, et après avoir obtenu assez péniblement mon bac de technicienne de G2, donc comptabilité, pour une raison simple, c'est que j'ai toujours été extrêmement engagée, volontaire déjà à l'époque, au bénéfice des abeilles, de la demande d'asile. Bon, vous comprendrez, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je suis allée travailler, comme on dit chez nous, à 18 ans, et je me suis dit, je ne vais quand même pas m'arrêter là. Quand j'ai vu ce que c'était le travail, quand j'ai vu que j'ai perdu ma liberté de mener tous ces combats d'engagement solidaire et personnel, je me suis dit, je poursuis mes études. Je zappe, j'ai donc poursuivi mes études jusqu'à l'expertise comptable. Je suis installée aujourd'hui en qualité d'expert comptable, toujours encore, un cabinet à la Robertso. Et là, en cours de route, je me suis rendu compte que nous étions les deux premières femmes du tableau de l'ordre des experts comptables d'Alsace, qu'on était les petites dernières, en plus de surcroît des femmes, quand même, on les collectionnait. Et je me suis dit, ce statut-là ne me convient pas vraiment, quoi. Une fois que j'étais diplômée, je m'étais battue pour ça, je me suis dit, je compte mes sous, c'est vraiment comme ça que j'ai raisonné. Quand j'en aurai suffisamment pour 1 an et demi, je me lance. Et c'est ce que j'ai fait, et donc je me suis installée, et ça a été, et là a commencé, je voudrais vous le dire quand même, une époque qui a été pour moi vraiment formidable, et malgré toutes les embûches, et qu'il est toujours, sur tous les plans. Au moment même donc où je m'installais, j'ai pu me libérer. Cette sensation que j'ai eue de me sentir exactement comme mes confrères qui étaient vis-à-vis de moi extrêmement sympas. Il faut savoir qu'il faut utiliser, quand on s'engage, tous les réseaux autour de soi, les créer. Dans cette maison, j'ai été au moins 1 fois par semaine. Je n'ai pas raté une réunion économique pour connaître du monde. Voilà, Et puis un jour, je tombe sur la Caisse d'épargne, j'étais cliente, et un article de presse, ça y est, privatisation, avec une mission d'intérêt général. Alors ça, c'est juste pour moi. Donc c'est quoi la mission d'intérêt général ? Je réfléchis, puis en même temps, j'ai eu le malheur, elle n'est pas là aujourd'hui, Brigitte Sassard, j'ai eu le malheur de soutenir une femme exceptionnelle aussi, la Caisse d'épargne, qui était ma banquière, et qui se battait avec donc les professionnels libéraux et qui avait créé un beau service. Et je me suis permise d'écrire au directeur, au président directoire, je crois, je ne sais plus. En tout cas, il m'a convoqué à la suite de ce courrier, m'a dit, mais puisque vous pensez avoir des idées pour ce service, venez donc vous engager en qualité d'administrateur. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à la Caisse d'épargne d'Alsace. Et ça a été passionnant parce que j'ai retrouvé là, j'ai laissé tomber d'autres engagements. Et là, je me suis vraiment engagée dans ceux qui étaient ceux de la Caisse d'épargne, étant entendu qu'avant,
Et je me suis calmée un peu parce que je me suis trouvée quand même à un moment donné très très engagée, trop peut-être, mais enfin ça s'est bien terminé pour nous. Et c'est là aussi j'avais compris quels étaient les freins du salariat et que quand on est femme entrepreneur, c'est vraiment génial. Les freins du salariat, c'est que j'ai eu beaucoup de mal d'aller au bout d'un projet et qu'on a réussi. C'est qu'au début de ma carrière, lorsque j'ai vu que les femmes étaient licenciées, quand elles demandaient à réduire leur temps de travail, donc à demander à mi-temps, c'était un motif de licenciement à l'époque. On a eu beaucoup de chance avec Nicole Pelletier, qui était secrétaire d'État à la condition féminine à l'époque, qui nous a entendus à la suite d'un simple courrier, un mouvement de femmes que nous étions d'Alsace en économie. Et nous avons participé à porter cette loi. Donc ça a été pour nous une très grande fierté. Mais après, une fois que j'ai accepté ce mandat à la Caisse d'épargne, je me suis rangée complètement. Et docilement, j'ai travaillé, mes collègues qui sont là, le savent, je me suis engagée toujours dans ma profession pour la Caisse d'épargne, pour défendre cette magnifique coopérative qui est très engagée, qui est courageuse, je crois, qui soutient les projets et surtout qui me permet aujourd'hui encore d'entraîner aussi dans la boucle des femmes qui sont en situation d'illettrisme et où on a de très très belles histoires à raconter à la Caisse d'épargne puisqu'elles vont jusqu'à créer quelquefois leur entreprise derrière, cette petite entreprise, mais leur projet, et c'est ça qui est essentiel. Donc voilà, j'espère, je pourrais vous dire beaucoup de choses, je me freine parce que pour pas déborder le temps, mais je voudrais surtout vous dire qu'il faut oser, même si au début ça fait un peu fouillis parce que il faut que la famille, il faut que tout le monde vous aide, les uns à garder l'enfant, les autres à vous aider à faire les courses. Enfin, c'est un peu tout parce qu'on ne peut rien lâcher quand on est femme, surtout si on vit seul avec un enfant. Et donc, c'est par rapport à ça, on n'aime pas parler de ça, mais on redouble de force quand on le fait. J'espère que je vous ai transmis un peu de dynamique et que toutes celles qui d'entre vous hésitent encore le fasse et surtout nous sollicite et soit en réseau avec nous pour vous aider à réussir, quel que soit le projet que vous avez. Merci beaucoup, Astrid, d'avoir donné le ton. Vous le méritez, les applaudissements. D'autant plus que vous le verrez, on insistera beaucoup, c'est ce qu'on a choisi de faire ce matin aussi sur la dimension familiale. Christine Meyer, vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. C'est une semaine un peu particulière pour la Caisse d'épargne, vous allez nous en parler et puis vous allez surtout nous expliquer les engagements de la Caisse d'épargne et les actions surtout pour l'entrepreneuriat au féminin de la Caisse d'épargne. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Merci à Astrid pour ce message, je crois, encourageant. Puis je sais qu'il y a une thématique qui lui est chère. Astrid parle souvent de liberté. Il faut que les femmes se sentent libres de faire leur choix. Et c'est essentiellement aussi pour ça que nous sommes là ce matin, parce que c'est une thématique importante. Alors, Caisse d'épargne pour l'entrepreneur féminin, c'est juste du bon sens, c'est juste normal de notre point de vue, parce que nous sommes une banque coopérative, Astrid le rappelait, une banque régionale, dont la vocation est de s'engager sur le territoire pour son développement social, pour son développement économique. Or aujourd'hui, factuellement, seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes, 13% des entreprises innovantes, je vous regarde mesdames parce que vous faites partie d'une minorité, 7% des levées de fonds. C'est quand même très révélateur d'une situation qui doit progresser. Parce qu'une conviction que nous partageons, je pense tous ce matin, c'est qu'une société qui se veut moderne, une société d'avenir, Women for Future ce matin, c'est une société mixte. Et parce que l'économie et l'économie de demain, elle ne peut pas se passer de la moitié des talents qui la composent. Ça, c'est improbable. Voilà. Donc, quand je dis normal, oui, c'est juste une situation normale de choix, de liberté qu'on vient porter et qu'on vient défendre. Alors la Caisse d'épargne, naturellement, s'engage. Et elle s'engage au travers d'un certain nombre d'initiatives de divers ordres, parce que c'est par plein de canaux différents qu'on va parvenir à porter, à encourager l'entrepreneuriat féminin. Le premier de ces canaux, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est comme ce matin, c'est en parler, encourager, dire qu'il faut le faire et qu'il faut aller au bout de ses projets. Alors ça passe par, oui, c'est la semaine de l'entrepreneuriat féminin pour nous, puisque nous avons signé en début de semaine, aux côtés de l'État, aux côtés de la région, aux côtés de la Caisse des dépôts, le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat féminin.
parce qu'il faut que tout le monde s'engage et que le collectif s'engage pour porter, diffuser les valeurs de l'entrepreneuriat féminin et encourager à l'entrepreneuriat féminin. Donc nous avons pris cet engagement, aux côtés d'ailleurs de la BNP, puisque certains confrères nous ont rejoints, et c'est de bon augure, et nous l'observons avec beaucoup de satisfaction. Nous avons aussi, à titre d'indication, lancé en 2012 le baromètre de l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il est important de voir comment les choses évoluent, quelles sont les contraintes qui continuent d'exister ou celles qu'on arrive à surmonter et comment les choses évoluent. Donc ce baromètre, il sort annuellement, c'est fourni par les caisses d'épargne et ça permet aussi de suivre effectivement l'entrepreneuriat féminin sur le territoire. Et puis le choix de communiquer aussi très récemment, vous l'avez peut-être vu, hein, ce film télé des caisses d'épargne autour de l'entrepreneuriat féminin, que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très révélateur d'une femme qui porte un projet. Elle s'appelle Margot, hein. Elle s'appelle Margot, vous l'avez peut-être vu, et allez, le fil conducteur, c'est on a dit à Margot. Voilà, c'est peut-être un peu ce que vous avez vécu, mesdames, dans votre parcours. On a dit à Margot qu'elle avait des enfants et que ce ne serait pas possible. On a dit à Margot que c'était quand même lourd à porter, qu'elle était peut-être pas assez solide. On a dit à Margot qu'elle avait sans doute beaucoup d'autres choses à faire avant de penser à l'entrepreneuriat, que c'était peut-être un peu inconscient de se lancer. Mais c'est tout cet environnement-là. J'ai trouvé intéressant qu'une banque porte ce message-là en disant, rendez-vous compte de ce que c'est une femme qui entreprend. Et une femme qui entreprend, c'est un entrepreneur, simplement. Voilà. Et notre rôle, c'est d'accompagner l'entrepreneur, voilà, jusqu'au bout, c'est notre rôle de banquier. Donc j'ai trouvé cette communication intéressante et assez conforme au réel. Donc la promotion de l'entrepreneuriat féminin, parce que les chiffres nous le disent, il y a encore véritablement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Nous avons fait le choix aussi, depuis un certain nombre d'années, de donner de la visibilité aux femmes qui entreprennent. Ça rentre dans la même configuration, dans la même logique. Parce que montrer, comme les témoignages d'Astrid tout à l'heure, mais laisser parler les femmes qui ont entrepris, qui ont traversé sans doute des obstacles, des péripéties multiples et variées. Elles y sont allées. Et les mettre en lumière, quelle que soit leur réussite, quel que soit leur échec, c'est extrêmement important parce que c'est encourageant pour les plus jeunes porteuses de projets qui ne sont pas encore convaincues d'aller au bout de l'histoire. Donc c'est les trophées des femmes de l'économie, c'est bientôt Madame Artisanat, où il y a de superbes histoires aussi à raconter dans le monde de l'artisanat, que nous soutenons, que nous encourageons et dont nous sommes les partenaires. Donc promouvoir, donner de la visibilité, mais aussi, et ça j'y crois beaucoup, la réussite d'un projet entrepreneurial, d'ailleurs qu'il soit masculin ou féminin, c'est le réseau. C'est le réseau. Ne jamais rester seul avec son projet et avec ses ambitions. Autour de notre écosystème et dans notre écosystème, bon nombre de structures, alors qu'il s'appelle France Active, qu'il s'appelle Réseau Entreprendre, qu'il s'appelle Initiative France, beaucoup de structures sont là pour accompagner et donner toutes les chances d'accéder et d'aboutir. Et c'est important d'être soutenu, c'est véritablement très important. Donc ces réseaux-là sont nos partenaires, nous les soutenons, soit financièrement, soit en mécénat de compétences. Voilà, nous les accompagnons, nous sommes en proximité. Dans l'innovation, je vous regarde mesdames, mais dans l'innovation, notre territoire régional est maillé d'incubateurs et de structures qui accompagnent les femmes qui portent des projets. Pour nous, il est important d'être présent dans ces structures-là, d'apporter le regard d'un banquier, le regard d'un financier, et de permettre à ces porteurs de projets, à ces porteuses de projets, c'est là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, Marie, mais d'apporter cet éclairage-là et de permettre à ces projets d'émerger. Donc tout ce réseau est fondamental pour nous. Donc c'est un soutien, un réseau, et puis c'est bien sûr, en interne, le développement d'une approche spécifique sur l'entrepreneuriat féminin. Et ça commence chez nous aussi, auprès de nos équipes, par de la sensibilisation. Voilà. Que nos collaborateurs soient sensibilisés à ce sujet-là, connaissent toutes les possibilités ouvertes aux femmes qui entreprennent et aient un regard différent aussi, hein, voilà, et contemporain sur l'entrepreneuriat féminin. Donc un travail de sensibilisation, en particulier auprès de nos conseillers pros, hein, puisque c'est souvent là que le sujet se présente. Une offre dédiée, bien évidemment. Alors, titre d'exemple, un prêt à 0% qui permet à une femme qui entreprend de doubler son apport personnel. Voilà. Ça permet de donner une solidité de départ et une structure de départ qui donne le temps de lancer, voilà, qui donne un peu de réserve financière avant d'y aller.
Et puis bien sûr, alors Astrid ne l'a pas développé faute de temps, mais les caisses d'épargne ont développé Parcours Confiance. Parcours Confiance, c'est la distribution de microcrédits. Et la finalité de Parcours Confiance, c'est l'inclusion bancaire. C'est que toutes les femmes, les hommes bien sûr aussi, on parle des femmes ce matin, toutes les femmes qui portent un projet doivent pouvoir trouver une solution. Et objectivement, elle n'est pas toujours finançable par du crédit bancaire traditionnel. L'important, c'est qu'on puisse la diriger, l'orienter vers la bonne solution. Et les caisses d'épargne ont développé Parcours Confiance et sont un des principaux distributeurs aujourd'hui de microcrédits permettant la création de micro-entreprises, le démarrage d'une activité. Donc par beaucoup de leviers, voilà, par le travail du réseau, par la promotion, par la mise en lumière et par l'engagement quotidien de nos équipes, c'est l'entrepreneuriat féminin que nous soutenons effectivement au quotidien, mais dans l'exécution, peut-être un peu plus que dans la communication, parce que c'est là que le résultat est observé. Il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup Christine, et merci de nous rappeler les actions. Oui, vous allez donner le micro à Marie. Les actions que fait la Caisse d'épargne au quotidien. L'envie, évidemment, au départ, c'est ce qui me pousse à créer son entreprise. Le réseau, évidemment, et puis le soutien des banques telles que la Caisse d'épargne. Alors, on a la chance d'accueillir deux profils vraiment différents d'entrepreneurs. On va démarrer avec vous, Marie Mahé. Vous êtes cofondatrice de Kissy, que vous allez nous en parler, bien sûr. Vous, ça a démarré à partir d'un besoin. C'est souvent comme ça que les histoires démarrent, vous verrez. Et puis, vous verrez aussi que le parcours est assez étonnant, puisque vous n'avez pas hésité, alors que vous étiez dans une situation familiale, maman célibataire, de 4 enfants, et vous y êtes allée. Alors, on n'y va pas comme ça, comme une dingue, si je puis me permettre. Bien au contraire, tout était bien pensé. Mais l'intérêt, c'est que vous n'étiez pas du sérail business. Et qu'à partir du moment où on croit à son projet, où on a l'entrée d'un réseau, et vous nous parlerez aussi de l'importance de l'associer, eh bien, on peut y arriver. C'est possible. Et le message, je le dis maintenant, c'est n'attendez pas d'être en rupture pour vous lancer, mesdames, parce que vous pourrez voir que tout est possible. La preuve en live. À vous, Marie. Merci. Merci d'abord aussi par l'intermédiaire de... Je voulais remercier la Caisse d'épargne par l'intermédiaire de mon conseiller Sébastien Pierre, ici présent, de m'avoir invité. Effectivement, j'ai un parcours un peu atypique, à savoir que je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis pas du sérail en fait de l'entrepreneuriat. Néanmoins, je rebondis en fait sur ce qu'a dit Christine, à savoir que les femmes sont aussi capables que les hommes, et je pense aussi que c'est très culturel. À savoir que moi j'ai toujours été, j'étais poussée aussi de par mon éducation, par des parents qui m'ont toujours dit tout est possible. Et ça c'est important parce que ça donne des ailes. Aujourd'hui, je pense aussi que la partie, l'éducation et la culturalité influencent aussi le rapport de l'entrepreneuriat avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parce qu'elles ne s'en croient pas capables. Or, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on a les mêmes neurones et qu'un homme ou une femme, on peut faire exactement la même chose. Voire peut-être même un peu plus du côté des femmes d'ailleurs, parce qu'on a une sensibilité, je dois dire, un peu plus poussée, qui fait que peut-être qu'on a une intuition. Je sais que souvent les hommes se disent ouais, ça sert à rien, mais si, ça sert à quelque chose, et ça permet justement parfois d'affiner justement, de pouvoir affiner en tout cas la relation, le business tout simplement. Alors pour reprendre ce que nous disions, Valérie, effectivement, moi je suis partie d'un besoin personnel, d'un constat. Maman, avec 4 enfants, je travaillais beaucoup dans une grosse société italienne. Je me déplaçais énormément aussi. Et il est vrai que quand ma troisième, parce que j'en ai 4, dans l'ordre, me dit qu'après le bac, elle s'en va en Chine pendant 4 ans. Je me dis, oh là là, ça va être compliqué de gérer la petite dernière toute seule, etc. Et puis j'ai eu cette idée de créer une première structure qui s'appelle toicheznmoi.com, qui est une plateforme d'économie collaborative et qui met en relation des hébergeurs qui ont une chambre disponible
avec et un besoin de service avec des postulants qui recherchent une chambre et qui ont des compétences à échanger. Et puis tout s'est très vite enchaîné parce que j'ai gagné un concours régional, parce que j'ai gagné le premier prix de ce concours, parce que voilà, la vie a fait que. Mais rien ne se fait par hasard. Et c'est vrai aussi que j'ai eu la chance de rencontrer le cofondateur qui est mon associé, qui est ici présent, Robert Barré, et qui vraiment qui a été le porteur aussi avec moi du projet, parce que c'est lui qui gère toute la partie technique. Alors ce qui est important aussi dans la création d'une société, c'est de s'entourer des bonnes compétences. Et effectivement, il faut pouvoir avoir une complémentarité des compétences. Et donc, c'est cette complémentarité qui crée la force. À partir de là, quand on a une bonne équipe, le projet, même si l'idée parfois elle peut être moyenne, le projet ne peut que décoller. Et ça, c'est important. L'équipe est essentielle en fait au projet. Et puis voilà, ça a été 4 ans d'évolution, une société qui aujourd'hui, qui a Toi chez moi, qui est aujourd'hui présente dans 46 pays auprès essentiellement de communautés francophones, avec plus de 340 000 utilisateurs. Une deuxième plateforme qui a été lancée il y a 5 mois, qui s'appelle Kisic, dont vous parliez tout à l'heure, qui est le premier agrégateur web d'emploi et de logement meublé temporaire. Parce que cette plateforme-là aussi, quand on est créateur d'entreprise, eh bien, on ouvre les oreilles, on ouvre les yeux et on est aussi créateur d'opportunités. Et c'est grâce en fait parce que justement on a vu qu'il y avait une possibilité d'un nouveau marché sur Toi chez moi qu'on a ouvert Kisic. Et donc beaucoup de travail aussi également, parce que cette plateforme, au moment de son lancement, il y avait déjà 400 000 offres d'emploi et 200 000 offres de logements meublés temporaires. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être non seulement leader aussi sur son marché, mais de devenir aussi un leader européen, voire plus. Voilà, donc une aventure. Si vous deviez faire part de votre expérience de femme créatrice d'entreprise, le message le plus fort, c'est l'importance du réseau, c'est évidemment avoir un projet qui tient la route, auquel on croit avant toute chose, être sûr de son projet, l'accompagnement, le réseau, et puis les embûches, c'est normal qu'il y en ait. Je crois aussi que c'est important de faire passer ce message, c'est que les choses ne se font pas simplement comme la vie de manière générale. De toute façon, une entreprise, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Donc une entreprise, déjà, c'est pas une course de vitesse. C'est un marathon, même s'il faut quand même être dans la vitesse, hein, parce qu'on ne peut pas non plus se permettre, surtout en mode start-up, de se faire doubler par les petits copains qui trouvent votre idée super sympa et qui se disent tiens, moi j'ai les moyens financiers et donc je vais faire la même chose, copier-coller. Donc il faut quand même être rapide, mais il faut surtout avoir du souffle. L'avantage aussi d'avoir un cofondateur, c'est aussi parce que comme on reste humain et donc forcément on peut avoir des coups de blues, et c'est rare qu'on a quand même des coups de blues à 2 ou à 3. En même temps, je veux dire, quand on les a en même temps, c'est que vraiment là, ça craint quand même. C'est que c'est pas bon signe. C'est que la boîte, elle est. Mais c'est normal aussi que quand on bosse, parce que quand on est chez l'entreprise, il faut pas se leurrer. Ça veut dire aussi que c'est des journées à rallonge, parce que quand on est salarié, on part le matin au boulot, on revient, même si on est impliqué dans son travail, on fait des temps de pause. Quand on est chef d'entreprise, les temps de pause, le week-end. On a encore ça à faire, on a ça à préparer pour lundi. Voilà, on réfléchit déjà. Il faut toujours avoir un coup d'avance, ça c'est important. Et donc forcément, ça oblige aussi à avoir une endurance importante. Moi, à titre personnel, je pense que comme je fais beaucoup de sport, et en partie en compétition aussi, je pense que ça m'a également aidé dans la prise en charge, j'allais dire, de l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il faut agir sur le long terme et ça permet vraiment de se projeter en disant ok, voilà mon objectif. Comme quand on prépare un marathon justement, et voilà, il faut pas que je brûle toutes mes forces tout de suite, et il faut que je sois en adéquation avec mon objectif. Ça a révélé quelque chose de chez vous, une qualité que vous ne soupçonniez pas, un talent particulier? Alors là, comme je tends en permanence vers la perfection, c'est compliqué. Je vais dire que, disons que je suis quelqu'un qui suis déterminé.
Ça, mais je pense l'avoir toujours été. Disons qu'il y a des qualités que l'on a tous, mais qu'on peut extrapoler, en tout cas, d'une manière générale, continuer à travailler. Après, oui, j'ai appris que je pouvais être patiente, ce qui était très étonnant, parce que c'est pas tellement dans mon ADN au départ. Alors peut-être que c'est l'âge aussi, hein. Je veux dire, en vieillissant, on devient un peu plus patient, parce que la patience, ça fait aussi partie du jeu. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller vite, puis en même temps on se dit on peut pas aller trop vite, il faut retenir les rênes, etc. Et je sais aussi que j'ai eu l'idée de Kissy 4 mois après le lancement de Toi chez moi. Aujourd'hui, j'en ai quelques autres en tête. Donc, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a fait une première levée de fonds, on a fait une valorisation de la boîte à 1 million d'euros, etc. Et c'est vrai que parfois, quand je rencontre mes autres associés, je leur dis au fait, j'ai un truc. Ils me regardent tous en me disant ah non, on se calme, on finit ça d'abord et après on verra la suite. Donc, il faut aussi apprendre à être mesuré, il faut apprendre la patience, etc. Mais d'une manière générale, moi, je trouve que c'est une aventure assez extraordinaire parce que il faut avoir de l'énergie. C'est clair, il faut pas lâcher prise. Mais si on croit en ce que l'on fait, et si on a les bons partenaires, le bon réseau, effectivement, ça peut aussi aider. Là, tout à l'heure, après, on va se voir avec Sébastien, voilà, parce que forcément, c'est mon banquier préféré, donc j'ai forcément des choses à lui demander. Et donc, voilà, en tout cas, il y a aussi une question de confiance, aussi, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et il y a un proverbe africain qui dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est important aussi de le savoir, c'est-à-dire qu'on peut pas avancer tout seul. Parce que je vous ai dit tout à l'heure pour les compétences, hein, c'est important, mais aussi d'une manière générale, c'est important de savoir bien s'entourer de personnes de confiance, des personnes qui croient en vous au-delà du projet, parce que ça aussi, hein, et parce que ça reste quand même le porteur de projet qui va mener son projet et qui va faire ce qu'il est demain. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Puis, l'ambiance est formidable ce matin parce que chacune d'entre vous laisse un message fort. Et là, on a envie de vous suivre dans l'aventure. Donc, j'espère que ça donne envie aux autres de créer leur entreprise. Delphine, vous avez aussi décidé de vous lancer. Alors, le profil est un petit peu différent puisqu'on peut dire, Delphine, que vous étiez intrapreneur dans l'ancienne entreprise dans laquelle vous travaillez, puisque vous avez créé une agence il y a une dizaine d'années dans le Grand Est. Vous avez tout monté, hein, l'équipe, le business plan, et vous l'avez géré pendant 10 ans. Ce qui vous a dit, fait penser en tous les cas à un moment donné que vous étiez prête pour créer votre propre entreprise et vous aviez déjà quelques idées derrière vous. Oui, c'est ça, vous allez nous en parler, en tous les cas nous expliquer ce que sont Mes Sorties CE. Alors, bonjour à tous. Merci Valérie et Sébastien qui m'ont permis de venir aujourd'hui. Donc effectivement, mon expérience est un petit peu différente, mais finalement on se retrouve beaucoup, hein, toutes, clairement, hein, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu la chance, il y a plus d'une dizaine d'années, d'avoir un poste qui me permettait comme vous l'avez dit Valérie, de développer la région Grand Est pour ma société, où la dirigeante était une femme. Donc ça, c'est déjà la première pierre à l'édifice. Et donc ça a super bien marché. Je me suis vraiment éclatée dans ce que j'ai pu faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas pour moi? Et là, c'est vrai qu'on a l'exemple d'une femme entrepreneuse. Donc j'avais intégré la société. C'était une start-up parisienne à l'époque. Et c'était la dirigeante, j'étais vraiment en admiration face à elle par rapport à ce qu'elle véhiculait, son dynamisme, son envie de faire évoluer chaque personne, et notamment les femmes, parce qu'elle était très investie déjà à l'époque dans l'entrepreneuriat féminin, il y a plus de 10 ans. Donc c'était une société qui travaillait dans le monde du comité d'entreprise. Donc je travaillais beaucoup avec des élus de comité d'entreprise sur la billetterie individuelle, des remises pour les salariés. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si je crée, il faut que ça soit en rapport avec mes valeurs, avec ce en quoi je crois, et aussi par rapport à un besoin, évidemment, parce que ça en fait partie, ça c'est certain. Et donc l'idée aujourd'hui, j'ai pu créer avec mon associé Mes Sorties CE, qui est
comment dire ça, c'est un outil qui permet de rechercher, comparer et organiser des sorties collectives au sein de l'entreprise. La finalité de tout ça, c'est de pouvoir faire en sorte que la vie de l'entreprise, de par les élus des comités d'entreprise et ses dirigeants aussi, c'est un deuxième volet, que ça puisse être un lieu d'échange, de partage et de convivialité, donc via les sorties collectives. Donc c'est un outil qui, pour ces utilisateurs qui n'ont pas aujourd'hui le temps ou la matière pour organiser ces activités qui apportent beaucoup, ça permet de le faire en quelques clics. Donc, je me suis lancée là-dedans, donc ça a pris son temps quand même, parce qu'on entreprend pour soi. Mais l'idée, elle a démarré quand, pour donner un peu... Alors en 2015. En 2015, et on a créé en février 2017. Donc il y a un petit temps, donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions à se dire est-ce que je fais pas, comment. J'ai eu la chance que mon associé que j'ai rencontré, qui était un de mes clients, tout simplement, avec qui on a créé la structure, me suivre dans le projet. Tu parlais de complémentarité tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que c'est clairement ça. Aujourd'hui, mon associé, il a vraiment la complémentarité, les compétences techniques, et moi la partie commerciale et marketing. Et ça a été un vrai plus de pouvoir se reposer en fait, être à deux et pas tout seul, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant et c'est pas rien. Donc à deux, on est plus fort et à plus encore. Et donc, du coup, on s'est énormément renseigné, comme certaines d'entre vous, je pense, viennent ici pour prendre des informations, se dire, tiens, on est une femme, comment on crée, qu'est-ce qu'on peut avoir. Eh bien, il y a plein de choses qui existent. Franchement, il y a plein de choses, mais on les découvre au fur et à mesure. C'est comme le projet, on a une idée au départ, il faut la développer, il faut y réfléchir, comment on va la mettre en œuvre. Et en même temps, parallèle, on recherche le réseau, les accompagnements qu'on peut trouver, donc de par les banques. On les a cités, un réseau Entreprendre dont on est lauréat, qui nous a apporté énormément. Également Alsace Active, Initiative. Donc il y a pas mal d'associations tout autour de ça aussi qui se créent, qui permettent de se retrouver et d'échanger sur les problématiques que chaque dirigeant rencontre. Donc on n'est pas tout seul. Après, ce qui est important aussi, on parlait de s'entourer, c'est son entourage personnel, la famille. Moi j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. J'ai mon mari qui a décidé en même temps aussi, 2 ans avant, de créer sa société, et on a construit notre maison en même temps. Donc autant vous dire que c'est possible. C'est très compliqué, mais le soutien de la famille, le fait d'avoir un associé, ça aide énormément, et le réseau. Donc il y a beaucoup de choses qui existent pour les femmes. On parlait, oui, justement, j'aimerais bien qu'on parle du réseau. On en a beaucoup parlé quand on a discuté ensemble, et c'est extrêmement important. C'est que vous n'êtes pas seul quand vous décidez de créer votre entreprise. Vous pouvez trouver du soutien, de l'aide, du conseil. C'est ce que vous avez trouvé finalement. C'est ce qu'on a trouvé. On découvre des choses au fur et à mesure qui viennent pas forcément à vous, donc faut être persévérant. Ça, c'est clair. Il faut être persévérant à tout niveau, que ce soit au niveau du projet que vous allez défendre, mais également de l'accompagnement que vous allez trouver, parce qu'il n'y a pas toujours des gens bienveillants. Ça, faut se le dire aussi. Je ne dis pas qu'il faut être méfiante, mais il faut aussi faire attention de comment on s'entoure. Pour les femmes, c'est très peu connu aussi. Nous, on a eu la chance de bénéficier du FGIF. C'est le fonds de garantie qui permet, en fait, et ça, on en parle très peu. Et je suis assez étonnée d'ailleurs. Je ne sais pas si tu en as bénéficié. Ça permet en fait à des entreprises qui veulent créer, lorsque vous avez besoin de faire un prêt bancaire, donc auprès de votre banquier, caisse d'épargne ou autre, de pouvoir avoir une caution financière à un certain pourcentage. Et nous sommes, nous les femmes, favorisées par rapport aux hommes, donc il faut juste que la femme soit majoritaire dans l'entreprise. Et la particularité du FGIF, c'est que lorsque vous faites un prêt bancaire, il est assuré donc, par le biais aussi de la BPI, un certain pourcentage, et les banques ne peuvent pas prendre de caution personnelle en parallèle. Donc c'est vrai que ça rassure, parce que c'est vrai qu'on est, on a une famille, on se dit entreprendre financièrement, ça peut aussi avoir des impacts. Donc faire un prêt, c'est engageant malgré tout, mais on croit en son projet ou on n'y croit pas. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à vous toutes, si vous souhaitez entreprendre, encore une fois, pareil, allez-y, parce que c'est une aventure qui est extraordinaire. On rencontre des gens extraordinaires, on voit son projet évoluer comme un peu son bébé. Voilà, ça prend forme, et puis au fur et à mesure, ça grandit. C'est aussi de savoir bien s'entourer, d'échanger, de communiquer, de ne pas rester replié sur soi, parce qu'à un moment donné, tendre la main, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse.
C'est tout simplement, encore une fois, savoir s'entourer. Et puis aussi penser, quand on l'a fait pour vous, de penser à le faire pour les autres aussi, pour les suivantes qui arrivent. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici et pour témoigner. On voit comme l'entrepreneuriat vous a épanoui toutes les deux, donc ça, on n'a qu'une envie, c'est de se lancer aussi. Un chiffre, hein, Christine, vous le disiez tout à l'heure, il y a à peine 30% de femmes qui créent leur entreprise aujourd'hui. Sachez que les femmes sont presque 70% à vouloir créer leur entreprise. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui avec les questions. On fait partie d'un accélérateur qui s'appelle Impulse Partners à la station F. Donc on était parmi les premières startups à intégrer la station F il y a 1 an. On est aujourd'hui, je crois, entre 3 ou 5% de femmes chefs d'entreprise à la station F. Mais c'est donc minime. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même noter, à savoir que c'est déjà en tant que général chef d'entreprise de femmes, il n'y en a pas beaucoup, mais dans le numérique, c'est vraiment... Le digital est un secteur sinistré. Le digital, autant dire que je me sens parfois un peu seule. Et il faut foncer parce que sachez que, étonnamment, ce sont les femmes qui ont été les premières et les pionnières dans le digital et dans l'informatique. En 1800, j'ai les dates parce qu'en 1840, c'est Ada Lovelace qui a créé le premier code informatique. C'est une actrice américaine, Heidi Lemar, en 1940, qui a créé le premier réseau Wi-Fi qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est grâce à une femme, Linda Hamilton, que l'homme a mis le premier pas sur la Lune. Et alors, 50 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? 13% de femmes qui sont à la tête de start-up dans le digital. Donc, il y a quelque chose à rattraper, hein, un temps perdu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où il est parti ce temps, mais il y a quelque chose d'assez étonnant. Il faut aussi savoir que dans le numérique et particulièrement dans les startups, il y a un esprit très bagarreur. C'est-à-dire que ceux qui créent des startups, on voit vraiment des jeunes loups, et c'est un petit peu c'est pousse-toi là que je m'y mette, etc. C'est pas tellement dans la mentalité des femmes. Les femmes sont beaucoup plus, posées et beaucoup moins, dans l'agressivité de manière générale. Alors qu'un homme, il a ses testostérones qui fonctionnent à 100%, surtout quand ils ont entre 20 et 35 ans. Autant dire que c'est vrai qu'ils sont là et ils prennent la place. Hein. Alors maintenant, moi, c'est vrai que c'est pas dans ma nature. Moi, j'ai pratiqué les sports de combat pendant longtemps, donc faut pas me chercher. Je dis ok, moi aussi je peux le faire, quoi. Mais c'est vraiment une question à la fois effectivement de personnalité, de culture, mais aussi parce que dans ce monde-là des startups particulièrement, c'est vraiment un monde de compétition intense où les femmes, elles ont du mal à prendre leur place. Voilà. Et, mais on est là pour la prendre. J'ai envie de dire. Et on a d'autres atouts. Je pense que la différence est un atout et c'est l'équilibre masculin-féminin qui fait qu'on pourra effectivement contribuer à changer la société. Et si on est là aussi, c'est parce que bien souvent, ce sont nous, les femmes, qui sommes notre premier bâton qu'on met dans la roue parce que, culturellement parlant, on a un sac à dos dont on a du mal à se délester, mais on est en train de défaire tout ça petit à petit. On arrive au moment où on va y avoir un échange avec la salle. Toutes vos questions sont les bienvenues. C'est le moment. Après, on poursuivra la conversation autour d'un café, d'un petit déjeuner. Mais l'intérêt, c'est qu'on puisse toutes et tous profiter de vos questions, parce que c'est les réponses qui vont être le plus important. À vous. Qui aurait une question à poser à nos invités ? Bonjour, je m'appelle Tania Meyer et la première question qui me vient, si j'ai une idée, mais qu'une idée pour l'instant, vers qui je vais en fait ? Quel est mon premier élan ? Qui souhaite répondre à cette question ? Comment vous avez fait ? Vas-y. Merci. Alors déjà, quand on a une idée, je pense que le plus simple, c'est d'en parler autour de soi. À ses amis, dire tiens, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça marcherait ? Est-ce que toi, tu as un besoin ? En fait, quand il y a une idée, c'est que derrière, il y a un besoin. Si ce besoin est concret ou pas. Est-ce qu'il est valable que pour moi ?
ou est-ce qu'il est valable aussi pour la plupart des gens que je rencontre. À partir de là, ça va déjà vous donner des indices et vous dire, tiens, peut-être que l'idée, elle est peut-être intéressante. Voilà. Alors, pareil, en parler autour de soi. Et j'en suis l'exemple. J'en ai parlé autour de moi, notamment par mon idée à mes clients, qui était de créer des sorties collectives, les aider au quotidien. Et j'en ai parlé à mes clients, dont mon associé, qui s'est intégré. Donc, c'est vrai qu'au départ, on a l'idée, mais au final, l'idée évolue énormément. Donc, en parlant autour de soi, on se dit « Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, tiens, on pourrait rajouter ci ou ça. » Et c'est comme ça que l'idée commence à se construire. Donc effectivement, en parler, c'est super important. Et vous allez certainement pouvoir faire des rencontres qui vont vous permettre encore de développer plus cette idée. C'est comme ça que j'ai trouvé mon associé. Merci. Merci. Une autre question ? Profitez-en. Hein. Ah, monsieur. Bonjour, Cyril, donc Caisse d'épargne. Ma question est un peu provocatrice, mais a priori, vos cofondateurs sont des hommes. Voilà. Et à chaque fois sur la partie technique. Donc c'est ça. C'est vrai. Et à chaque fois sur la partie technique, alors est-ce que la problématique de départ n'est pas déjà là ? C'est-à-dire qu'on sait que sur les startups et sur le digital, les femmes, en termes de compétences techniques, dans les formations, sont peu présentes. C'est la problématique qui est mise en avant. Alors, est-ce que c'est pas ça le problème déjà ? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà faire sauter les barrières des uns et des autres dès le début ? Merci. Alors effectivement, il y a très peu de femmes dans le numérique. On en parlait tout à l'heure avec Christine. Elle me disait 15% à peu près dans les écoles qui sont des jeunes femmes. C'est vrai, c'est un fait. Néanmoins, je pense aussi que le fait, en tout cas pour ma part, ça c'est aussi un hasard que mon associé soit un homme. Ça aurait été une femme, je pense que voilà, ça aurait pas changé grand-chose. Moi, je fonctionne avec les compétences et pas avec le sexe. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand il y a un homme et une femme en co-associé, il y a aussi une sensibilité différente. Et en affaires, c'est pas non plus négligeable. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie technique, c'est-à-dire qu'on enlève les côtés techniques, c'est-à-dire que moi je suis un peu comme Delphine, commercial marketing, et mon associé plutôt la partie technique pure. Au-delà de ça, il y a aussi une vision des choses, une vision du monde qui est différente parce qu'on a des sensibilités qui nous sont propres à nos genres, je parle. Donc, voilà, ça aurait c'est bien pu être l'inverse, c'est-à-dire que ça aurait pu être une femme qui soit dans la partie technique et un homme dans la partie commerciale. Pour moi, ça ne change rien. C'est vraiment cette association qui fait que l'équipe fonctionne. Alors, je suis assez d'accord aussi. Donc, effectivement, dans le côté technique, ouais, non, c'est sûr. J'avais rencontré des élèves de l'école Epitech. Donc, c'est vrai que sur le côté technique, ils ont beaucoup de mal à avoir des femmes. Oui, mon associé aussi, effectivement, sur le côté technique, mais c'est cette complémentarité. Même face à des clients, il va venir en rendez-vous, il va apporter des choses que je vais peut-être pas apporter aussi, qui vont aider. Inversement, au niveau technique, pour la petite anecdote, sur le développement de la plateforme, au départ, on faisait des réunions avec la société qui nous développe l'outil, notre prestataire. Et j'avais vraiment l'impression d'être un pot de fleurs lors des réunions. Non, c'était horrible, insupportable. Et par Pôle emploi, en fait, j'ai dit maintenant j'en ai marre. Je vais faire une formation sur le développement web pour comprendre quelque chose. Donc, même si les compétences sont différentes, ça nous pousse à aller vers des domaines dont on n'est pas forcément issu. On apprend énormément. Et moi, en 3 ans depuis le projet, j'ai jamais autant appris. Donc, cette complémentarité forte, mais ça n'empêche pas à chacun de s'intéresser aux compétences de l'autre. Est-ce que vous intervenez aussi dans les lycées quand je parle du début, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que, pardon. Mais ce qu'on voit, c'est que moi, je suis intervenant à la fac et j'avais échangé avec la faculté en disant est-ce que vous avez des cours sur la mixité, ou en tout cas si ce n'est pas des cours, au moins des présentations, des échanges sur ces sujets qui sont complètement passés sous silence. Et quand on échange avec les étudiants, c'est vraiment des sujets qui leur passent complètement au-dessus de la tête. Et ils n'ont pas cette conscience du fait que, parler de complémentarité, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'avantage de la mixité, c'est surtout d'intégrer dans les mentalités
que la complémentarité, l'altérité, c'est la clé au final. Qu'elle soit homme-femme et qu'elle soit femme-homme, voilà. Et je pense que ça peut être aussi important que les exemples que vous êtes puissent intervenir dans le plus tôt, hein, même les collèges. Pour essayer, avec grand plaisir. Hein. Moi, je veux bien. Donc j'essaye à la fac de faire en sorte qu'on puisse avoir ces présentations, parce que quand j'échange avec les étudiants, ils sont pas conscients de cette problématique-là. Alors non, parce que ce qui est marrant, enfin, je vais pas monopoliser la parole, mais c'est intéressant que je vous fasse part de cette expérience-là. J'aurais fait faire des présentations de rapports d'activité. Bon, malheureusement, c'est des sujets un peu austères, j'en suis désolé, mais voilà, d'établissements bancaires. Et donc, ils intervenaient à l'oral, et je les ai laissés construire les groupes eux-mêmes. Donc, ils ont construit les groupes, et ils sont intervenus. Et donc, l'intervention portait sur 2 volets. C'est quoi les valeurs de l'établissement bancaire que vous avez analysé? C'est quoi son environnement économique? Et c'est quoi ses chiffres? Et donc, lors de la présentation, les femmes du groupe ont présenté les valeurs, l'environnement, les aspects... et les chiffres, c'est les hommes. Et quand je leur ai demandé si la répartition s'était faite naturellement, bah oui, c'est-à-dire que naturellement, la répartition s'est faite de cette manière-là. Et quand on a creusé le sujet, eh ben, il semble que les hommes ont considéré que les sujets qui n'étaient pas forcément essentiels, entre guillemets, enfin en tout cas pas sérieux, devaient être confiés aux femmes. Ces étudiants, ils n'ont même pas 25 ans. Donc cette problématique, elle est vraiment... Elle est culturelle. Oui, elle est culturelle. Ouais. C'est exactement ça, c'est qu'on est dans un sujet culturel et ça fait très peur, et c'est là où il faut agir. Et ça fait partie de nos projets justement à la Tribune pour 2019. Tout ce qu'on a fait là cette année et qu'on veut absolument continuer à faire pour encourager les femmes à entreprendre, on se rend bien compte qu'il faut aller dans les écoles. Et donc l'année prochaine, nous allons aller dans les écoles, déjà pour dire et faire passer ce message très fort, mesdemoiselles, vous pouvez faire ces métiers-là. Parce que vous avez raison de dire, il y a encore aujourd'hui des professeurs qui disent clairement haut et fort dans leur classe, non, ces métiers-là, c'est pas pour vous les filles. Comment c'est possible encore une chose pareille? Ça existe. Mais c'est les deux, oui, mais c'est les deux. Je pense que c'est les deux, parce qu'à partir du moment où dans l'école, nous avons un directeur ou une directrice qui accepte qu'on fasse ce genre de matinale, c'est qu'il a conscience du problème. Parce que quelquefois, et c'est là où c'est très problématique, c'est que ces hommes ou ces femmes, parce que parfois ce sont des femmes qui font passer ces messages, ce ne sont pas des métiers pour vous, n'ont même pas conscience de ce qu'ils disent. C'est qu'eux aussi, ils ont ça inconsciemment, et que parfois, c'est par bienveillance. Oh là là, n'allez pas là-dedans, les filles, ça va être trop compliqué pour vous, voilà, il n'y a que des bonhommes, enfin, on entend ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, effectivement, c'est de pouvoir changer les lignes aussi dès le départ. Et ça, c'est primordial, et merci pour cette intervention, parce qu'elle est essentielle. Marie ? Juste pour finir quand même, effectivement, il faut changer les lignes dans le sens qu'il faut laisser aux filles le choix de faire ce qu'elles veulent. Néanmoins, je mettrai quand même un bémol parce qu'on est ce que l'on est. C'est-à-dire que naturellement, une petite fille, elle va jouer avec des poupées, un petit garçon va plutôt jouer à la bagarre, ou etc. Moi, j'ai 2 garçons, 2 filles, je peux vous dire, je vois comment ça se passe. Et pourtant, je les ai éduqués. J'ai dit à mes garçons, vous allez apprendre à faire la soupe et puis à faire les machines. Et aux filles, allez-y, faire du sport de combat. Donc, ce n'est pas que l'ouverture d'esprit qu'on peut leur apporter, c'est qu'il y a quand même un génome à la base qui fait qu'on est plus porté naturellement, voilà, les filles vers les valeurs, vers l'autre, vers l'intérêt social. Nous, j'ai 2 plateformes dans le social quelque part. Hein. Donc c'est pas non plus un hasard, c'est-à-dire que on est aussi porté vers l'autre. Alors que les mecs, c'est plus, oui, les chiffres, la compétition, le truc, voilà. Bon, ça n'empêche pas que à l'origine, voilà, on a une base, mais on peut quand même, on a le droit et on doit le faire, dire aux filles, vous êtes aussi capables que les hommes de faire, ce que, si vous voulez le faire, faites-le. Voilà, c'est juste le bémol que je voulais rajouter. Et avant de passer la parole à une autre personne, c'est que certes c'est très important, mais j'insiste quand même, c'est tout de même une femme qui a inventé le premier code informatique, et c'est grâce à une femme si l'homme a mis son premier pied sur la Lune. Donc malgré tout, il y a quand même des femmes qui aiment les mathématiques, et ça c'est important de le rappeler. Une question là-bas ? Non, c'était juste un témoignage, parce qu'avec Marie, effectivement, on a participé à une opération
pour accueillir donc Catherine Mosser, Alsace Digital, une classe, notamment pour parler entrepreneuriat et numérique. On l'avait fait à Epitech et effectivement, la classe qui est venue, il y avait 2 filles. Donc, en fait, même si on fait des actions comme ça, il y a beaucoup de marge. Dont 2 qui posaient les questions. Non, mais il n'y avait que 2 filles dans tout le groupe. Ouais, mais en fait, elles ont posé en plus des questions. Elles étaient intéressées, alors qu'il y avait 4 personnes sur l'ensemble qui a posé une question. Donc, non, mais c'était pas une valeur, mais c'était pour dire que l'enseignante qui portait cette classe, en fait, c'était quand même les classes qui se sont intéressées à l'événement, c'était en plus des classes qui avaient des composantes déjà fortement masculines, en fait. Donc, du coup, on alimente même avec ces événements les process. Donc, c'était juste pour la petite anecdote, mais c'était juste pour partager aussi un retour. C'est que quand on veut monter des événements comme ça, on a beaucoup de mal à mobiliser à la fois les établissements d'enseignement supérieur et même les collèges et le rectorat, parce que en fait, ils ne veulent pas qu'on ait un discours de stigmatisation. Ils pensent que c'est contre-productif. Et donc, on peut être d'accord avec cette hypothèse, sauf que du coup, après, on se dit, mais alors sinon, on ne fait rien. Et qu'à un moment donné, le problème, il est réel. Et que nous, on fait on fait des événements avec des entrepreneurs et du digital, et on commence les ateliers de sensibilisation à la programmation et au numérique à partir du collège. Et on voit bien que c'est les enseignants et les parents surtout, et c'est beaucoup plus les parents en fait que les enseignants, qui n'inscrivent pas leurs enfants. Donc même quand on fait de l'entrepreneuriat, et c'est les mêmes parents en fait, c'est les mêmes réflexes, que ce soit l'entrepreneuriat ou le numérique, c'est les parents qui n'incitent pas leurs filles et qui surpoussent leurs garçons à faire ça. Mais voilà, je voulais juste vous rendre sensible que c'était, c'est une vraie question en fait par rapport à des événements de ce type-là. C'est effectivement mettre les femmes, mais est-ce que du coup ça nous stigmatise pas quelque part dans une fragilité? J'ai pas de réponse, hein, c'est une vraie question ouverte, où on serait une minorité et où on pointe le doigt qu'on est une minorité plutôt que de se dire on est la majorité de demain. Voilà. C'est la mixité, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, il est prouvé que dans une entreprise, à partir du moment où dans la gouvernance, il y a des femmes et mixité, ce qui ne marche pas, c'est d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Quand il y a mixité, la rentabilité de l'entreprise, elle grimpe en flèche. Ça, c'est extraordinaire et on ne le dit pas suffisamment. Et moi, je suis toujours ravie quand je compte justement quelques hommes ici, mais on est obligé un petit peu d'en passer par là. On est obligé de faire du forcing, de dire voilà ce qu'on est capable de faire. La majeure partie des gens qui sont là, s'ils sont là, c'est qu'ils le savent. Voilà. Mais on est obligé de le faire, et nous, en tant que médias, on est obligé de le valoriser et de le dire, et que ça soit lu et que ça soit vu. Voilà. C'est un petit peu un passage obligé. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, mais il ne faut pas laisser tomber. Le chemin, il est encore long. Ça, c'est enthousiasmant, parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à construire. Moi, je ne remercierai jamais assez, justement, vous, mesdames, qui venez témoigner, parce que vous êtes des entrepreneurs, et on sait ce que c'est que la vie d'un entrepreneur. C'est pas 24 heures, mais c'est 48 heures sur 24, on le sait. Et vous prenez le temps, et en plus d'être maman. Et voilà, merci, parce qu'on va prendre le petit déjeuner networking, mais le message fort aussi à faire passer, c'est que on peut être une maman équilibrée, heureuse, et une femme, une chef d'entreprise heureuse aussi. Merci aussi, vous, mesdames de la Caisse d'épargne, parce que ce que vous avez fait passer aujourd'hui, c'est le soutien d'une entreprise bancaire, d'un soutien financier qui n'est pas toujours évident. Juste une petite anecdote, puisqu'on était beaucoup dans l'anecdote ce matin. On m'a dit dernièrement, une femme créatrice d'entreprise, ce n'était pas la Caisse d'épargne. Une autre banque lui a dit « Mais est-ce que vous avez la caution de votre mari ?» Voilà. On pose encore ce genre de questions. Quand un homme vient créer son entreprise, on ne lui demande pas « Est-ce que vous avez la caution de votre femme ?» Voilà, c'est pour ça qu'on est là, et je crois, pour répondre à la jeune femme là-bas, c'est que oui, on a encore besoin de faire ce genre d'événement, et on le fait avec plaisir et enthousiasme. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous tous d'être ici.